Je m'appelle Abigail. J'ai 34 ans et je vis dans un petit appartement au-dessus d'une librairie du centre-ville d'Asheville. Un endroit où le plancher grince comme s'il se souvenait de chaque pas. Je travaille comme procureur au bureau du comté, à quelques rues d'ici. La plupart du temps, je vais au travail à pied sous un ciel couleur d'ardoise mouillée, mon café refroidi avant même d'arriver à mon bureau. Mais cette histoire ne commence pas dans un tribunal. Elle commence dans une cabane à la périphérie de la ville. La dernière maison avant que la route ne devienne un chemin de gravier et ne disparaisse dans les contreforts des Blue Ridge Mountains. C'était la maison de mes grands-parents. Une maison basse aux murs de cèdre, avec une large véranda et un jardin qui embaumaient toujours la terre humide et les rudes béquilles après la pluie. Quand j'avais 1 an, mes parents ont emprunté ce chemin de gravier en pleine nuit. Ils m'ont laissé sur la véranda avec un sac de voyage rempli de baudy et un mot disant qu'ils reviendraient bientôt. Ils ne sont jamais revenus. Ma mère avait alors 23 ans et travaillait déjà pour une chaîne d'information locale, sa voix perçante perçant les interférences. Mon père venait de perdre son 2e contrat en Ligue mineure. Il avait toujours l'air de quelqu'un qui pensait qu'un recruteur l'attendait au coin de la rue. Ils étaient jeunes, impatients, beaux comme le sont les gens avant d'avoir appris le prix du sacrifice. Je n'ai jamais fait partie de leur histoire, alors je suis restée. Ma grand-mère m'a ouvert la porte ce soir-là et ne l'a plus jamais refermée. Petite, à peine 1,50 m, ses mains sentaient le romarin et la pâte à pain. Elle chantait en travaillant, de vieux cantiques, doucement, souvent un peu faux. Et chaque fois qu'elle passait près de moi, elle posait sa main sur ma nuque comme pour vérifier que j'étais toujours là. Mon grand-père était plus grand, plus calme, les cheveux argentés, le regard profond, comme s'il portait en lui tous les verdicts qu'il avait prononcés. Il avait été juge pendant 30 ans, un homme de confiance. Même quand il perdait, il ne haussait jamais le ton. Il n'en avait pas besoin. Quand il parlait, toute la pièce l'écoutait. Ils m'ont élevé dans cette cabane. Les matins à désherber le jardin. Les après-midi à apprendre les échecs sur un échiquier, si vieux que les cases noires étaient grises. Les soirs où la lumière se teintait d'or et où mon grand-père lisait à voix haute des arrêts de jurisprudence. Non pas pour m'apprendre les règles, mais pour me montrer comment on pouvait encore choisir ce qui était juste, même quand tout s'écroulait. Un jour, après que je lui ai demandé pourquoi mes parents n'appelaient jamais, il m'a dit « Certains courent après l'avenir. Abigail, d'autres restent pour le présent. Nous avons choisi l'ici. Nous t'avons choisi. » Ces mots n'ont pas effacé la douleur, mais ils lui ont donné un refuge. Les années ont passé comme les saisons. Le jardin a fleuri puis s'est fané. Ma grand-mère m'a appris à tresser l'herbe douce en de minuscules couronnes. Mon grand-père m'a appris à perdre avec élégance aux échecs, puis à gagner sans fanfaronnade. J'ai grandi en croyant que la famille n'était pas quelque chose dans lequel on essaie. C'était quelque chose qui se construisait brique par brique, en silence, par ceux qui décidaient de rester. Je ne savais pas alors que ceux qui m'avaient construite tenteraient un jour de m'en arracher une partie. Si vous avez déjà passé des nuits blanches à vous demander si vous aviez vraiment été désiré, vous reconnaîtrez peut-être cette petite boule froide qui se formait dans ma poitrine chaque fois que je pensais à mes parents. Je l'ai portée pendant des années sans la nommer, jusqu'au jour où ils sont revenus, non pas pour moi, mais pour ce qu'ils estimaient leur appartenir. Quelques années plus tard, lorsque les feuilles des contreforts ont commencé à se parer d'or et de rouge, mes parents ont commencé à apparaître. Pas souvent au début, juste tous les 2 ou 3 mois, arrivant dans l'allée de gravier avec une voiture de location qui paraissait toujours trop brillante pour un chemin de terre. Ils descendaient, mon père toujours avec ses larges épaules, son sourire forcé mais vide, comme s'il auditionnait pour un rôle qu'il avait depuis longtemps abandonné. Ma mère à ses côtés, les cheveux tirés en arrière, les yeux scrutant la cabane comme pour en évaluer la valeur. Il m'enlaçait maladroitement, les bras relâchés, et me demandait comment se passaient les cours. Mais leur voix se tournait toujours rapidement vers mon grand-père, vers le petit service qu'il devait me demander. Un mauvais investissement, un paiement manqué, juste de quoi les faire patienter. Ma grand-mère servait le thé, les mains assurées, mais son regard s'était voilé comme si elle se souvenait de sa belle-fille qui avait jadis promis de venir plus souvent. Mon grand-père écoutait, la mâchoire serrée, et rédigeait le chèque sans un mot. Non pas par envie, mais pour éviter que la dispute ne rejaillisse sur moi. Je les observais depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, la boule froide dans ma poitrine se faisant de plus en plus présente. Pourquoi ne venaient-ils que les mains vides ? Pourquoi leurs yeux me dévisageaient-ils comme si j'étais un meuble ?
Un soir, après leur départ, accompagné d'une nouvelle promesse de rappeler bientôt, je trouvai ma grand-mère assise sur les marches du perron, le regard perdu dans le jardin. Ses épaules étaient voûtées, plus menues que dans mon souvenir. Elle ne dit rien quand je m'assis à côté d'elle, se contentant de prendre ma main et de la serrer, ses doigts fins et froids. Vous connaissez peut-être ce sentiment, celui où le silence en dit plus que n'importe quelle explication. Ce poids me pesait, cette certitude silencieuse que mes parents nous considéraient comme un filet de sécurité, et non comme un foyer. En grandissant, les visites se firent plus insistantes. J'avais 14 ans, tout en jambes et en cheveux en bataille. Quand la voix de mon père commença à résonner plus loin à travers les murs de la cabane, je l'entendais dans le salon, le ton sec, accusant mon grand-père de garder l'argent qui lui revenait de droit. « Tu as toujours préféré la loi à ta propre famille », disait-il, ses mots tranchants comme un vent d'automne. Mon grand-père ne répliquait jamais. Il restait assis là, les mains jointes, la voix basse et posée. « Je t'ai laissé le choix, mon fils. Tu as fait le tien. » Ma grand-mère essayait d'apaiser les tensions. Toujours la pacificatrice. Elle préparait du pain en plus, comme pour sceller une trêve. Mais je voyais bien que cela la pesait. La façon dont elle s'arrêtait en plein pétrissage, la main sur le cœur, le souffle coupé. Elle ne se plaignait jamais, se contentant de sourire légèrement et de dire « Tout prend du temps, Abigail ». Mais le temps filait. Sa toux se faisait plus fréquente, sèche et persistante, comme des feuilles qui bruissent dans l'orage. Un soir d'hiver, on frappa de nouveau, plus fort cette fois. J'étais dans ma chambre, mes livres étalés sur la table, quand j'entendis la voix de mon père monter. Je me glissai jusqu'à la porte, le cœur battant la chamade. Il se tenait près du fauteuil de mon grand-père, le visage rouge de colère. « Tu te crois supérieur à moi ? À me serrer la ceinture pour chaque sou, à survivre tant bien que mal. » Ma grand-mère s'interposa entre eux, la voix fragile. « S'il te plaît, pas maintenant. On est de la famille. » Mais les mots résonnèrent, fragiles. Mon père ricana, se détourna. Et c'est alors qu'elle se prit la poitrine, le visage blême, les genoux fléchissant sous le poids de toutes ses souffrances inexprimées. Finalement, il la tira vers le bas. Je me précipitai à l'intérieur en criant son nom. Mon grand-père la rattrapa, les bras tremblants pour la première fois que je les voyais. « Reste avec moi », murmura-t-il, la voix brisée. Mon père se figea, puis marmonna quelque chose à propos de son manque de temps. Il sortit. La porte claqua derrière lui, laissant la pièce plus froide que le vent dehors. J'ai appelé les secours, les mains tremblantes, tandis que mon grand-père la tenait dans ses bras, murmurant des prières dans ses cheveux. Les gyrophares de l'ambulance fendaient l'obscurité, les pulsations rouges se reflétant sur les pins. À l'hôpital, nous avons attendu sur des chaises en plastique qui nous collaient à la peau. Notre vision s'est brouillée. Le médecin est sorti, masque baissé, le regard désolé. Nous n'avons rien pu faire. Crise cardiaque. Mon grand-père n'a pas dit un mot. Il a juste hoché la tête, fixant le sol comme s'il nous avait volé quelque chose d'irremplaçable. 3 jours plus tard, dans la petite chapelle du village, l'air était saturé de lys et de murmures. Mes parents n'étaient pas là. J'avais laissé des messages, la voix brisée. Venez la chercher, s'il vous plaît. Silence à l'autre bout du fil. C'est la communauté qui est venue à sa place. Des voisins, d'anciens collègues de mon grand-père, apportant des plats mijotés et des anecdotes sur sa bonté. Mais ce banc vide, là où mes parents auraient dû être, m'a profondément marqué. Mon grand-père se tenait près de son cercueil, la main sur le bois, des larmes silencieuses sur ses joues. Je ne l'avais jamais vu pleurer. C'était comme voir une montagne trembler. Ce soir-là, de retour au chalet, le jardin semblait fané, oublié. Assise dans son fauteuil, je me suis serrée contre moi-même, me demandant comment l'amour pouvait vous construire pour ensuite vous laisser si vide. Si vous avez déjà ressenti ce vide immense causé par une perte injuste, vous comprendrez peut-être pourquoi j'ai commencé à me replier sur moi-même. Non pas sur mon grand-père. Il était tout ce qui me restait, mais sur l'idée même que les liens du sang puissent avoir une quelconque importance. Des mois après les funérailles, le chalet n'était plus que l'ombre de lui-même. Le jardin que ma grand-mère avait si soigneusement entretenu était désormais envahi par la végétation, les lianes recouvrant les allées où elle avait l'habitude de s'agenouiller. Mon grand-père se déplaçait plus lentement, les épaules voûtées comme s'il portait un fardeau invisible. Le matin, il s'asseyait près de la fenêtre,
Son café refroidissant intact dans sa tasse, le regard perdu dans les contreforts des collines, comme s'il recelait des réponses qui lui échappaient. Il prit sa retraite peu après. Il m'a appelé dans le salon un après-midi, l'air était imprégné du parfum des vieux livres et des pains. J'ai décidé de me retirer, dit-il d'une voix posée, le regard absent. Un homme incapable de protéger les siens n'a pas sa place sur le banc des juges. Je voulais protester, lui dire qu'il n'avait pas failli à sa mission, que le cœur de ma grand-mère avait lâché sous le poids d'années de souffrances silencieuses, et non à cause de quelque chose qu'il pouvait contrôler. Mais son visage m'a figé. C'était comme regarder un miroir brisé en deux. D'un côté, le juge que j'avais toujours connu, inflexible, de l'autre, un père hanté par le soleil qu'il n'avait pu sauver. La blessure de mon père était profonde. Dans sa jeunesse, mon grand-père rêvait de transmettre son autorité à son fils unique. Mais mon père a préféré les feux de la rampe, courant après des gloires éphémères qui l'ont vidé de son énergie. Chaque chèque sans provision, chaque demande d'argent tardive. Tout cela rongeait mon grand-père, lui rappelant le garçon qu'il avait élevé et qui était devenu un étranger. Il ne l'a jamais dit ouvertement, mais je le voyais à la façon dont il s'attardait sur de vieilles photos, son pouce caressant le jeune visage de mon père. Je restais près de lui, l'aidant du mieux que je pouvais, je faisais la vaisselle après le dîner, et je lui donnais les résumés des affaires judiciaires le soir. L'échiquier prenait la poussière. Il n'avait plus le cœur à jouer. Alors, nous nous asseyions sur la véranda au crépuscule, les montagnes se teintant de violet, et il me parlait d'elle, ma grand-mère. De la façon dont elle riait à ses blagues nulles, de la façon dont ses mains l'avaient soutenue lors de ses verdicts les plus difficiles. Elle voyait le bon côté de chacun, disait-il d'une voix douce. Même si cela la blessait, ces conversations me vidaient aussi de mon sang. J'acquiesçais, ravalant ma salive. Mais intérieurement, les questions tourbillonnaient comme un brouillard descendant des crêtes. Pourquoi mes parents n'étaient-ils pas venus aux funérailles? Pourquoi leur absence me donnait l'impression d'un nouvel abandon à chaque fois que j'y pensais? Je marchais seul sur les sentiers derrière le chalet, mes bottes crissant sur les feuilles mortes, mon souffle visible dans l'air frais. Là-haut, tandis que le vent murmurait dans les lauriers, je laissais le doute s'échapper. Étais-je à la hauteur? L'avais-je jamais été? Si vous avez déjà porté un chagrin trop grand pour être exprimé par des mots, trop complexe pour être expliqué, vous savez peut-être comment il s'installe en vous, rendant chaque pas plus lourd. Je me suis plongé dans mes études, terminant première de ma promotion, comme si les bonnes notes pouvaient combler le vide. Accepté en faculté de droit grâce à une bourse, j'ai déménagé en ville pour les cours, mais je rentrais chaque week-end, les routes de montagne serpentant comme les veines me ramenaient à la maison. Les études de droit étaient une véritable épreuve. Des nuits blanches à la bibliothèque, sous les néons bourdonnants, entourés de piles de livres qui sentaient la poussière et l'ambition. Je travaillais comme serveuse dans un petit restaurant du coin pour compléter ma bourse. Mes mains étaient écorchées à force de frotter les assiettes. Certains jours, l'épuisement brouillait tout. Les affaires se mêlaient aux souvenirs de la toux de ma grand-mère, de la voix déclinante de mon grand-père. Je l'appelais d'une cabine téléphonique à la sortie de la salle de cours, et j'entendais le tremblement dans son allocution. « Raconte-moi ta journée », disait-il, comme si mes petites victoires pouvaient réparer les siennes. Il m'envoyait des lettres, son écriture soignée sur du papier jauni. Des récits de ses débuts comme juge, des rappels que la justice n'était pas une question de perfection, mais de persévérance. Les chagrins d'amour, Abigail, lisait-on dans l'une d'elles, mais ils te rendraient plus forte si tu le permettais. Je les lisais dans ma chambre d'étudiante exiguë. Mes doigts traçaient l'encre. Je luttais contre la douleur de son absence, de la sienne, de la famille que nous avions formée. Quelques années plus tard, ses lettres. Il ralentit. Sa toux me rappelait les hivers de mon enfance. Je rentrais plus souvent en voiture et le trouvais plus maigre, le regard voilé. Il souriait à mon arrivée, mais son sourire était superficiel. « Ne t'inquiète pas pour un vieil homme », disait-il en me congédiant d'un geste de la main. Mais je m'inquiétais. Je m'inquiétais pendant les examens, les simulations de procès, les nuits blanches où le doute me murmurait que je n'étais pas assez forte pour ce chemin. Un matin d'automne, je remontais l'allée de gravier. Le chalet était trop silencieux. Pas le froissement des pages, pas le sifflement de la bouilloire. Je le trouvais dans son fauteuil, la fenêtre entr'ouverte. Un journal intime ouvert sur les genoux. Il s'était endormi, paisible comme un verdict enfin rendu. La dernière entrée, écrite d'une écriture tremblante. La justice réside dans le cœur croyant,
non dans le cœur inviolé. Je m'agenouillai, le front contre son genou, le silence pesant. Comment dire adieu à celui qui m'a appris à me tenir debout? Celui qui m'a choisi quand personne d'autre ne l'a fait. Peu après, le chalet resta vide, seul l'écho résonnant encore. J'ai organisé les obsèques de mon grand-père dans la même chapelle, l'air lourd de cire à polir et de respect murmuré. Des collègues de l'époque où il était juge sont venus, partageant des anecdotes sur son impartialité, sur la façon dont il avait écouté les coupables avec autant d'attention que les innocents. Les voisins ont apporté des tartes et des condoléances, leurs yeux s'emplissant d'une douleur partagée. Mais mes parents sont arrivés en retard, tirés à 4 épingles comme pour une réunion d'affaires. La cravate de mon père trop serrée, les talons de ma mère claquant sur le sol de pierre. Ils n'ont pas pleuré, ne m'ont adressé qu'un signe de tête. J'ai compris alors qu'ils n'étaient pas là pour lui. Ils évaluaient ce qui pourrait rester. 2 semaines plus tard, dans le bureau de M. Harlan, en centre-ville, une petite pièce au fauteuil de cuir et à la légère odeur de tabac à pipe, il a lu le testament. Mes parents étaient assis en face de moi, le dos droit, les yeux pleins d'attente. La voix de M. Harlan était calme. La maison, le terrain, les économies, environ 3 millions de dollars, reviennent à ma petite fille, Abigail. Il a marqué une pause, s'est raclé la gorge, et un mot. Elle comprend le poids de ce qui est juste. Puis, à mon père, le journal intime où j'écrivais mes espoirs. Le visage de mon père se crispa. Un carnet. C'est tout. Il le saisit sur le bureau, en arracha les pages avec fureur, les éparpillant comme des feuilles mortes. Je vais porter plainte. Ce n'est pas fini. Il sortit en trombe, ma mère à sa suite, le visage pâle mais silencieux. Je me suis agenouillée, j'ai ramassé les morceaux avec précaution, sentant le cuir usé comme s'il conservait encore sa chaleur. De retour au chalet, je les ai recollés à la lueur de la lampe, relisant ces mots à propos de mon père. L'amour mêlé de chagrin, l'espoir qui s'est estompé mais n'est jamais mort. Le procès est arrivé aussi vite qu'une averse de montagne. Mes parents ont prétendu que je l'avais manipulé, que j'avais profité de son chagrin pour voler ce qui leur appartenait. Les gros titres du journal local étaient blessants. Le procureur a poursuivi mes propres parents pour l'héritage. Des chuchotements me suivaient à l'épicerie, au café. Le bureau m'a mise en congé. Mon bureau s'est vidé comme si j'avais disparu. J'ai engagé un avocat discret. J'ai rassemblé les lettres qu'il m'avait envoyées, des notes médicales attestant de sa lucidité jusqu'au bout. Le procès se déroula dans le vieux palais de justice d'Asheville, dont les murs lambrissés absorbaient l'attention. Le juge Callahan présidait, les cheveux poivre et sel, les yeux brillants de reconnaissance à ma vue. Des décennies plus tôt, jeune greffier, il avait travaillé pour mon grand-père. Il m'avait dit un jour, alors que j'étais enfant et que je l'accompagnais au tribunal, « La justice plie, mais elle ne se brise pas si on la maintient ferme. » À présent, il était assis, impartial, la main tendue. L'avocat de mes parents m'avait dépeinte comme la méchante, opportuniste, chuchotant à l'oreille d'un vieil homme. Chaque accusation s'abattait comme une pierre sur l'eau calme, me traversant de part en part. Mais je restais calme, respirant lentement, me souvenant des leçons de mon grand-père. Que la vérité parle. Nous avons présenté le journal l'an dernier. Monsieur Harlan lut à haute voix. Mon fils a choisi sa voie. Je confie la mienne à Abigail. Non pas pour l'argent, mais parce qu'elle voit la justice dans le cœur, non dans la main. Un silence de mort s'installa dans la salle. Mon père fixa le sol, les poings serrés. Ma mère se redressa, les lèvres pincées. Le juge Callahan leva l'audience, son regard s'attardant sur une photo jaunie de mon grand-père accrochée au mur. Les jours s'étiraient, le brouillard s'accrochant aux crêtes au-dessus de mon appartement. Je faisais les 100 pas sur le petit balcon, mon journal à la main, suivant du doigt son texte. Ce combat valait-il la peine de se briser ainsi? Mais je savais que le silence trahirait tout ce qu'il m'avait appris. Le jour du verdict, la salle d'audience bondée de gens du coin, l'air lourd. Le juge Callahan entra, sa robe s'installant comme un signe de finalité. Sa voix était claire et nette. Les demandes sont rejetées. Le testament est maintenu. La justice s'aligne sur la vérité, non sur les liens. Des murmures s'élevèrent, mais je ne ressentis qu'un léger soulagement, comme expiré après avoir retenu son souffle trop longtemps. Mes parents s'effondrèrent, les épaules de mon père s'affaissèrent, le regard de ma mère détourné. Alors que la salle se vidait,
Je m'approchai d'eux, mon journal tendu. Relisez-le, dis-je doucement. Pas pour moi. Pour lui. Mon père hésita, puis prit la poignée de main, ses doigts effleurant les miens. Il hocha la tête une fois, les yeux ombrés, non de rage, mais d'une douceur plus profonde, comme la première fissure dans la glace. Ils partirent sans un mot, la porte claquant. Dehors, la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles, chaude sur ma peau. Le vent se leva, emportant avec lui un parfum de pin. Pour la première fois, le nœud dans ma poitrine se relâcha. Pas une victoire, juste une lucidité. J'avais protégé ce qui comptait. Les semaines qui suivirent le verdict se fondirent dans une routine tranquille. Asheville reprit son cours, les contreforts verdissant au printemps. Mais les murmures changèrent, non plus vers moi, mais s'éloignant de mes parents. Au marché du week-end, les vendeurs qui avaient connu mon grand-père me saluaient d'un signe de tête chaleureux à mon passage, leurs yeux exprimant ce que les mots n'avaient pas besoin de dire. Nous nous souvenons de qui il était. Nous voyons qui vous êtes. Mes parents étaient devenus des fantômes dans ces lieux. Visages détournés à la boulangerie, conversations éteintes dans les cafés. Non par dépit, mais par un retrait silencieux, comme si la ville avait tracé une ligne autour de son héritage et les avait exclus. Je ne l'avais pas recherché. Ils n'appréciaient pas leur isolement. C'était simplement la conséquence naturelle de choix accumulés au fil des années. L'insécurité de mon père l'avait toujours poussé à s'accrocher à ce qui brillait le plus, laissant derrière lui des relations abîmées. L'ambition de ma mère avait aiguisé ses traits, transformant sa chaleur en calcul. Ils avaient construit leur vie ainsi, pièce par pièce, à distance. Maintenant, la communauté le leur renvoyait. Je suis retournée au travail, mon bureau toujours encombré de dossiers. Mais quelque chose s'était apaisé en moi, une respiration plus régulière, un regard plus clair. Les affaires ressemblaient moins à des batailles qu'à des occasions d'écouter. Il y avait Sophia, une jeune femme accusée d'avoir cassé une vitrine après des mois de harcèlement. J'ai vu ses mains trembler dans la salle d'interrogatoire. J'ai entendu le désespoir dans sa voix. Au tribunal, j'ai exposé le contexte, j'ai insisté pour qu'elle bénéficie d'une thérapie plutôt que d'être accusée. Quand elle a murmuré « Merci », les yeux humides. Cela faisait écho aux paroles de mon grand-père. La justice agit là où elle le peut. Puis Rachel, une mère célibataire qui peinait à joindre les deux bouts, prise dans un imbroglio d'aide sociale pour payer les médicaments de son fils. Son dossier ressemblait à tant d'autres histoires de survie, pas à une machination. J'ai plaidé pour un échéancier de remboursement, une solution pour l'avenir. Son hochement de tête depuis la galerie portait le poids d'un soulagement silencieux. Et Miguel, le vendeur âgé qui se défendait contre un client agressif. Ses mains calleuses me rappelaient celles de mes grands-mères dans le jardin. J'ai présenté toute l'histoire. Les charges ont été abandonnées. Il m'a serré le bras dehors, la voix rauque. Tu m'as vu. Ce n'était pas des grands vents. Juste de petits gestes pour voir les gens dans leur globalité, comme mes grands-parents m'avaient vu. Mes collègues ont commencé à me trouver stable, comme lui. Mais le vide persistait, un faible écho de trahison, atténué mais pas disparu. Je lisais son journal intime le soir sur mon balcon. Le vent faisait bruisser les pages, je sentais leur présence dans l'air de la montagne. Un soir, tard, le téléphone a vibré contre la table en bois, un numéro inconnu. J'ai répondu, la voix prudente. Abigail. Le ton de mon père. C'était bas, dépouillé, sans aspérité, sans exigence. Il avait lu le journal, en entier cette fois. Il se reconnaissait dans ces lignes. Le fils déçu, le père qui avait échoué. Je n'en étais pas digne, dit-il, la voix brisée. Je ne demandais pas pardon. Juste une chance d'essayer. Le silence résonna au bout du fil. Je repensais à l'amour inconditionnel de mon grand-père, aux mains douces de ma grand-mère, à la douleur qu'ils avaient portée sans s'endurcir. Je ne sais pas encore pour le pardon, dis-je finalement, calme comme l'eau vive. Mais s'il avait essayé, il l'aurait voulu. Nous avons raccroché sans un mot de plus. Aucune promesse, juste un espace ouvert, timide comme la lumière de l'aube. Cela n'a pas effacé les années, les absences, les fractures du tribunal, mais cela a changé quelque chose. Un soulagement silencieux, comme des doigts qui se desserrent autour d'une pierre longtemps tenue. Avec le recul, je vois comment la trahison m'a façonné sans me définir. Mes parents m'ont donné la vie, mais mes grands-parents m'ont donné des racines. Profondes,
durable, choisi chaque jour. Ils m'ont appris que la résilience n'est pas une armure. C'est la douce persistance d'un cœur qui continue de battre. La justice n'est pas qu'une question de verdict ou d'héritage. C'est vivre les yeux ouverts, offrir sa dignité même quand elle est imméritée. Si cette histoire vous rappelle quelque chose de familier, la douleur d'être laissé pour compte, la lente émergence de sa propre force intérieure, c'est peut-être parce que nous portons tous en nous des versions similaires. Des blessures qui se transforment en sagesse si on leur en laisse la possibilité. Je me tiens ici, la rambarde du balcon fraîche sous mes paumes, les pins qui murmurent en contrebas. Et je les sens présents à chaque respiration, à chaque choix de continuer.